Avant de plonger dans cette histoire incroyable, pensez à vous abonner à la chaîne et à activer la cloche. Ici, chaque récit a quelque chose à dire, et vous ne voudrez pas en manquer un seul. C'était un matin calme, presque irréel à Washington. Le soleil perçait à peine à travers les lourds rideaux de velours du bureau ovale, projetant une lumière tamisée sur les meubles en acajou poli et les tapis persans. L'air était lourd de tension contenue. Le président Donald J. Trump, fraîchement réélu pour un second mandat, se tenait debout derrière son bureau, les mains croisées, le regard fixe. Autour de lui, ses plus proches conseillers attendaient en silence, chacun conscient que cette journée pourrait marquer un tournant dans l'histoire mondiale. Le monde était à un carrefour dangereux. La guerre en Ukraine s'était enlisée dans une violence sourde, déchirant des vies et redessinant les alliances. La Russie, isolée diplomatiquement, avait trouvé en Chine un allié stratégique de plus en plus influent, alors que Pékin étendait ses tentacules économiques et militaires en Eurasie. L'Europe, autrefois bastion de stabilité, apparaissait plus fracturée que jamais. Certains États réclamaient une ligne dure contre Moscou, d'autres, las des sanctions et de l'incertitude, prônaient le dialogue à tout prix. Dans ce contexte explosif, Trump, fidèle à sa méthode controversée, avait pris une décision audacieuse. Quelques jours plus tôt, il avait annoncé publiquement une initiative de paix historique, un plan de cessez-le-feu à négocier directement avec Vladimir Poutine, sans passer par les structures classiques telles que l'OTAN ou les Nations Unies. Un pari risqué, qui allait à l'encontre des conseils de ses alliés et déstabilisait la communauté internationale. Mais Trump misait sur la force du dialogue direct, sur la connexion personnelle qu'il prétendait avoir nouée avec le maître du Kremlin. À 9h pile, heure de Washington, un appel téléphonique privé et ultra sécurisé devait relier les deux hommes. Les interprètes, installés dans une pièce voisine, étaient en veille, prêts à traduire chaque mot avec la précision d'un chirurgien. Les journalistes, habitués aux grandes annonces présidentielles, avaient été maintenus à l'écart, dans l'expectative et le secret. Dans le bureau ovale, le président Trump prit une profonde inspiration. Sa voix, forte et décidée, franchit le mur de la confidentialité. « Bonjour Vladimir », commença-t-il avec un sourire à peine audible. « J'ai une proposition que vous ne pourrez pas refuser. » Mais avant même qu'il ait pu dérouler le fil de son plan, une voix glaciale, ferme et sans appel le coupa net. « Monsieur le Président, avant que vous ne poursuiviez, je vais vous dire quelque chose que personne dans votre entourage n'a osé vous dire. » Un silence pesant tomba. Les conseillers de Trump, tous en mode écoute, se figèrent, leur respiration suspendue. Le Kremlin n'était pas là pour jouer à la diplomatie de cour, mais pour imposer sa vision. Le monde n'est plus votre terrain de jeu. L'ère des deals personnels est révolue. Vous croyez pouvoir marchander la paix comme on achète un casino? L'Ukraine ne vous appartient pas. Ni el Europe. Ni moi. Trump, d'abord abasourdi par cette attaque frontale, tenta de reprendre le contrôle de la conversation, tentant de masquer sa surprise sous un ton autoritaire. « Vladimir, tu oublies que je suis le seul président américain capable de dialoguer avec toi sans provoquer une guerre mondiale. » Mais Poutine, impassible, continuait, comme s'il récitait un verdict. « Tu parles de paix, mais tu ne parles jamais de justice. Tu veux négocier un cessez-le-feu en ignorant les crimes, les familles détruites, les villes rasées. Ce que tu proposes n'est pas la paix. C'est l'oubli. Et je ne suis pas venu pour oublier. » Chaque mot résonnait comme un coup de tonnerre dans la pièce. Ce n'était pas seulement un refus, mais un défi lancé au cœur même de la diplomatie américaine. Un rappel brutal que derrière les écrans et les promesses, la réalité était bien plus complexe et douloureuse. Trump sentit pour la première fois depuis longtemps son assurance vaciller. L'homme qu'il affrontait au bout du fil ne voulait pas seulement négocier, il exigeait une reconnaissance de la souffrance et de la vérité, une chose que la politique spectacle américaine avait trop longtemps négligée. Dans le silence suivant, le président américain comprit que cet appel ne serait pas une simple étape dans sa présidence. C'était un moment où l'histoire basculait, où les mots pouvaient à la fois détruire et sauver. Le contenu de l'échange téléphonique, soigneusement gardé secret dans les cercles du pouvoir, fut mystérieusement divulgué au grand public seulement 2 heures plus tard. Une fuite anonyme, diffusée sur les réseaux sociaux puis relayée par les médias du monde entier, fit exploser l'information. En quelques minutes, les paroles cinglantes de Vladimir Poutine contre Donald Trump firent le tour de la planète. Jamais, dans l'histoire récente, un chef d'État n'avait remis en cause un président américain aussi frontalement, et pas avec la violence habituelle des menaces ou de la guerre, mais avec des mots lourds de sens,
chargé de vérité et d'une froide lucidité. Les réactions internationales ne se firent pas attendre. Le monde entier semblait suspendu à cet instant décisif. Dans les capitales européennes, les dirigeants exprimèrent une étrange ambivalence. Angela Merkel, lors d'une conférence de presse à Berlin, déclara « Poutine a dit ce que beaucoup n'osaient plus formuler à voix haute. C'est une lucidité dont nous devons tenir compte, même si nous condamnons fermement les actions militaires russes. La paix ne peut être fondée que sur la vérité. » À Paris, Emmanuel Macron souligna l'importance de réinventer la diplomatie, dépassant les stratégies de puissance pour se concentrer sur les fondements moraux. Pourtant, derrière ces discours, les inquiétudes se multipliaient. L'Europe apparaissait fragile, vulnérable à ces jeux d'influence. À Kiev, le président Volodymyr Zelensky fut parmi les premiers à réagir publiquement. Sa déclaration, enregistrée dans un bureau sobre, bouleversa l'opinion internationale. Pour une fois, Poutine a dit une vérité. Mais cela ne change rien au fait qu'il est l'agresseur, celui qui a brisé la paix et détruit des vies. Nous ne pouvons pas construire la paix sur l'oubli ou le silence des victimes. La justice doit être au cœur de toute négociation. Ces mots, empreints de douleur mais aussi d'espoir, firent vibrer une nation meurtrie. En Russie, le souffle de l'appel résonnait dans les foyers et sur les places publiques. Certains citoyens saluèrent la fermeté de Poutine, voyant dans son message une preuve de force et de résilience face à la pression occidentale. Pour eux, cet échange mettait en lumière la vérité trop longtemps ignorée sur la scène internationale. D'autres, surtout dans les grandes villes comme Moscou et Saint-Pétersbourg, virent dans ces paroles un signe d'épuisement moral, une fissure dans le discours officiel. Les discussions animées dans les cafés et sur les réseaux sociaux reflétaient une société divisée, tiraillée entre fierté nationale et désir de paix. Sur le sol américain, l'onde de choc fut énorme. Les médias se déchaînèrent, offrant des interprétations aux extrêmes opposés. CNN, dans un éditorial sans équivoque, titra « Trump humilié en direct par Poutine, un président isolé, dépassé par la réalité ». En revanche, Fox News dénonça une « provocation orchestrée par le Deep State », accusant des forces obscures au sein du gouvernement d'avoir saboté la présidence Trump. Au-delà des débats passionnés, la fuite avait réveillé un profond malaise. L'échange révélait la fragilité d'un ordre mondial remis en question. Furieux et blessé dans son ego, Donald Trump convoqua en urgence le Conseil national de sécurité. Dans la salle de crise, l'atmosphère était électrique. « Nous devons suspendre immédiatement les aides militaires à l'Ukraine », proposa Trump, d'un ton tranchant. « Cela les forcera à accepter notre plan, celui qui garantira une paix durable. » Mais ses conseillers, y compris plusieurs anciens généraux, s'opposèrent fermement à cette stratégie. Le secrétaire à la Défense, le général Monroe, prit la parole devant la presse dans une déclaration publique sans précédent. Les États-Unis ne négocieront jamais la paix au prix du silence des victimes. La justice est non négociable. Ce discours, inattendu, eut l'effet d'une bombe politique. Il ouvrit une brèche dans l'unité du pouvoir exécutif. Face à la crise, le Congrès américain, d'ordinaire divisé, vit une coalition improbable se former. Républicains et démocrates s'accordèrent pour adopter une résolution ferme condamnant toute ingérence unilatérale dans les affaires diplomatiques sensibles. Le message était clair. La paix ne pouvait être le fruit d'ambitions personnelles ou de jeux de pouvoir cachés. Rapidement, l'appel téléphonique devint un symbole. Partout dans le monde, des mouvements citoyens émergèrent, revendiquant une diplomatie fondée non sur la force brute, mais sur la responsabilité morale. Des manifestations éclatèrent dans les grandes métropoles, Paris, Berlin, New York, Moscou, Kiev. Pour la première fois, des Ukrainiens et des Russes manifestèrent côte à côte dans certaines villes européennes, main dans la main, revendiquant un avenir commun. Un mois plus tard, sous la pression internationale, une conférence mondiale sur la paix en Europe de l'Est fut convoquée. Contrairement aux attentes, elle ne se tint ni à Genève ni à Washington, mais à Nairobi, au Kenya. Ce choix audacieux fut un signal fort. Le Sud global, longtemps absent des grandes décisions, prenait la parole. Des représentants du monde entier, des diplomates aux ONG, en passant par des survivants du conflit, s'y réunirent pour réinventer les bases d'une paix durable. Donald Trump, affaibli politiquement, ne parvint jamais à imposer sa vision personnelle. Vladimir Poutine, bien que restant ferme dans ses actions militaires, perdit une part de son aura de stratège invincible. Mais surtout,
Cet appel téléphonique fissura les certitudes. Il déclencha une profonde réflexion mondiale sur la diplomatie, la justice et la mémoire collective. Dans les écoles, on étudia cet échange comme un moment charnière. Les manuels d'histoire le décrivirent comme le début d'une ère nouvelle où la parole sincère, même difficile, pouvait ouvrir la voie à la paix. Dans les chancelleries, on tira des leçons pour éviter que la diplomatie ne devienne un simple marché de transactions obscures. Et, loin des micros et des caméras, dans une petite ville à la frontière entre l'Ukraine et la Russie, des enfants réfugiés, unis par leur innocence et leur espoir, dessinèrent ensemble sur un mur défraîchi un mot simple, puissant, en lettres géantes. Mir. Peace Pikes.